Assalamu alaikum. Allah, Allah, you are my all, you are my love. Words can't describe my love for you. Allah, Allah, you are my Lord. All praises due to your beauty and compassion. La problématique en fait de l'inclusion financière est universelle. Elle a déjà été prise en charge dès les années 2000 avec les objectifs millénaires pour le développement, qui malheureusement n'ont pas tous été atteints. Et ça a été remis au goût du jour par les ODD, les objectifs de développement durable. Et si on regarde, quasiment la moitié de ces objectifs utilisent l'inclusion financière comme catalyseur. Donc 8 sur 17 de ces ODD traitent de la finance islamique, de l'inclusion financière directement ou indirectement. C'est dire l'importance du thème et également la nécessité de prendre en charge cet aspect pour la promotion de la croissance économique, une croissance un pan entier de la population. Et malheureusement, quand on dit un pan entier, c'est la moitié de la population qui est constituée par nos sœurs, les femmes, qui sont en dehors de cette activité alors qu'elles sont très dynamiques. C'est dire l'importance du thème et c'est pas nouveau, comme j'ai dit, c'est depuis les années 2000 et même avant ça. En 2003 notamment, M. Kofi Annan, qui était notamment à l'époque son secrétaire général des Nations Unies, avait lancé également un grand chantier sur l'inclusion financière. Les Nations Unies se sont toujours préoccupées de cette question. Bien entendu, les institutions de financement du développement comme la Banque mondiale également se sont intéressées à cette problématique. Notamment la Banque mondiale décline cela en 9 points. Donc en termes d'élaboration de stratégies nationales, parce que tout part des stratégies, et elle offre son assistance technique pour l'élaboration de ces stratégies. Bon, la BCEAO, bien entendu, a la même expertise, sinon le même souci, effectivement, mais je pense qu'il n'est pas mauvais de diversifier. Je précise d'ailleurs, on le dira à la fin, la Banque mondiale a créé récemment un centre international de formation de la finance islamique à Istanbul, en Turquie, collaboration avec la BID. C'est dire l'importance de cela. La Banque mondiale travaille beaucoup sur la finance islamique et donc sur l'inclusion financière en général et a beaucoup de working papers. Je vous invite, si cela vous intéresse, bien entendu, à visiter le site de la Banque mondiale et la plupart de ces documents d'ailleurs sont traduits en français. La modernisation nécessaire des systèmes de paiement. Ensuite, la réforme des systèmes de paiement nationaux, les fameux SNP. Il y a également l'aspect diversification des services financiers. On a toujours tendance à avoir une vue univoque de ces services financiers, mais comme on l'a vu dans la définition des Nations Unies, il y a quand même 10 domaines dans lesquels ces services financiers peuvent être considérés, non pas simplement l'épargne et le crédit. Donc ça va jusqu'à l'assurance, aux assurances bien entendu, au transfert d'argent, au mobile banking, et tous ces aspects-là sont à prendre en compte. Donc il faut les diversifier pour embrasser toute la palette, toute la panoplie donc, de cette discipline. Bien entendu, on ne peut pas traiter cette question sans parler de la technologie, notamment avec le développement des fintech. Actuellement, comme on le voit, la technologie, la révolution des smartphones est un facteur puissant accélérateur de tout ce qui est donc mobile banking. On l'a vu au Kenya, on le voit dans beaucoup de pays africains. Et le smartphone est devenu quasiment un outil banalisé et c'est un support, c'est une opportunité, je pense, avec laquelle il faut compter si on veut réellement promouvoir l'inclusion financière à travers la finance islamique. Dans la mesure où tout le monde a son smartphone par les temps qui courent. Il faut bien entendu également, nos amis de la BID me pardonneront, il faut organiser la concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait une seule institution de finance islamique
dans un environnement comme le Sénégal. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, à part le Niger, la Guinée, la Mauritanie. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'institutions parce que c'est un problème de réseau. Il faut que le maillage soit très serré pour qu'on ait une taille critique, ce qui contribuerait peut-être d'ailleurs à baisser les coûts fixes et partager un petit peu certains de ces coûts, en tout cas certaines plateformes. Donc c'est très important d'organiser une concurrence saine, et ce qui permet d'ailleurs d'augmenter la transparence. Il y a un aspect important de protection des consommateurs, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un pan de la population qui est très vulnérable. C'est des personnes qui n'ont pas toujours la protection requise, qui n'ont d'ailleurs pas connaissance souvent de leurs droits. Donc il est important de prendre en compte cette dimension, protection des consommateurs, surtout que la relation entre même le client avisé, instruit, éduqué et la banque est une relation toujours asymétrique. C'est souvent un contrat d'adhésion, dans la mesure où, bon, c'est de moins en moins le cas avec la concurrence, justement, de façon générale, mais généralement la banque impose ses conditions. Elle n'est pas toujours très transparente, c'est une grande dame qui a tendance à ne pas vouloir être remise en cause. Bon, il y a beaucoup de concurrence, mais dans le domaine de la finance, précisément, cette concurrence n'existe peut-être pas encore, et c'est peut-être même dans l'intérêt de la BIS d'y contribuer. Bon, il y a l'aspect capacitation, bien entendu, les capacités financières, avec les stratégies nationales d'éducation financière. Il faut éduquer les populations également à la chose financière et notamment à la finance islamique. Peut-être dans un langage accessible, dans les langues nationales, innover un peu et donc insister sur cet aspect-là. Et ensuite, bâtir une base de données ou des banques de données qui abritent ces bases dans la finance islamique parce que les statistiques ne sont pas encore suffisamment nombreuses, développées pour qu'on puisse, par exemple, faire des analyses tendancielles, décliner un petit peu des théorèmes. Donc il y a ces aspects-là. Ça, c'était la Banque mondiale. Donc, chez nous, si j'ose dire, la BCEAO a abattu un travail remarquable dans ce domaine, comme le docteur l'a dit. Elle y réfléchit depuis 2012 avec ce MOU, donc ce protocole d'accord avec la BID. Vous observerez que ce n'est qu'en 2018, malheureusement, que les premiers fruits de ce travail ont commencé à apparaître, ce qui me semble quand même très long, 6 ans. Bon, mais c'est peut-être le temps de la maturation. Donc la BCEAO a fait un travail remarquable, a même une direction générale dédiée qui s'appelle Direction donc, générale de la stabilité et de l'inclusion financière, ce qui n'est d'ailleurs pas hasard parce que l'inclusion financière concourt à la stabilité globale donc des systèmes et de l'économie. Alors je vais aller rapidement passer en revue cette stratégie dont a parlé le docteur. Donc c'est une feuille de route sur 5 ans, donc stratégie régionale d'inclusion financière. Depuis 2016, donc ça a été adopté par le Conseil des ministres, lui et moi. Le budget qui a été prévu était de 30 milliards CFA, ce qui n'est pas rien, dont 2 milliards de participation de contribution de la Banque centrale. L'objectif est très ambitieux. En tout cas, il l'était. Je ne sais pas s'il a été revu, révisé à la hausse ou à la baisse. C'était 75% de l'ensemble de la population avec un focus particulier. Et il faudrait, on en parle là plus loin, que la microfinance islamique ne singe pas, entre guillemets, la microfinance telle qu'on la qualité vulnérable. Mais je suis de ceux qui pensent que cette microfinance a des coûts absolument onéreux qui ne militent pas sur cette inclusion à long terme parce que c'est quand même des coûts très très élevés, même si le risque est à peut-être proportion des coûts et comme chacun sait, le risque ou la rente, quand on entend parler de taux de 25-27%, prohibitif pour ne pas dire abusif. Donc il faut assainir ce secteur de la microfinance, promouvoir les innovations, renforcer l'éducation, ça fait partie des capacités à renforcer. Et surtout, il y a un point important qui n'est pas encore tout à fait fait, à mon avis, c'est l'aspect fiscal, la mise en harmonie à la finance islamique. Alors, il est malheureux qu'on ne l'ait pas encore totalement fait, parce qu'il y a une directive qui est encore en cours. Je ne sache pas qu'elle ait été appliquée. Peut-être que ça a été fait ces derniers mois, mais il est malheureux que des pays comme la France, l'Angleterre et d'autres pays européens aient déjà acclimaté dans le système fiscal les contraintes de la finance islamique, notamment pour éviter la double taxation, la double fiscalité. Nous, pays à majorité, en tout cas avec une grande proportion de musulmans, donc il y a un cadre réglementaire spécifique que la BCEAO a conçu, élaboré avec l'appui de la BID.
Donc c'est d'abord ce projet de loi sur la réglementation des systèmes financiers décentralisés. Il y a eu une série d'instructions et de dispositions particulières pour acclimater cette finance islamique, donc avec des éléments de caractéristiques techniques. Et puis là, un projet, comme je le dis, c'est, à ma connaissance, c'est encore à l'état de projet d'harmonisation de la fiscalité pour acclimater la finance islamique. Et ça, c'est un puissant outil d'inclusion parce que cette fiscalité est relativement dissuasive en l'état actuel des choses. À mon avis, c'est une des priorités qu'il faudrait traiter. Bon, il y a d'autres textes qui sont en cours, notamment la mise en œuvre de la politique monnaie de crédit et la conformité avec tous les produits de la finance islamique. Alors, après ce cadre donc, conceptuel et le cadre institutionnel, donc tout ce que la BCEAO a fait, on passe donc au troisième et dernier point, qui est le cadre opérationnel, qui concerne plutôt les banques, même si la BCEAO fait les études, les analyses, défricher le terrain, c'est aux banques de mettre en œuvre. Donc, 3 indicateurs de mesure de performance ont été élaborés. C'est d'abord le taux d'accès aux services financiers, très diversifié encore une fois, pas seulement la microfinance, mais l'accès n'est pas tout, c'est l'utilisation qui est également à prendre en compte, parce qu'on peut accéder sans utiliser. Et également, pour que cet accès, cette utilisation soit plus large, le plus efficace et le plus efficient possible, il faudrait également gérer le facteur coût, donc le ratio accessibilité-prix. À quel prix? Quel est le prix que ces populations encore vulnérables, pour ne pas dire démunies ou défavorisées, peuvent accéder à ces services financiers? Il faut que ça soit à des prix relativement abordables. Alors, je vais aller vite, je crois que je n'ai que 20 minutes, je ne sais pas où j'en suis d'ailleurs, parce qu'il me reste combien de temps? 6 minutes. 6 minutes, bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, le taux d'accès aux services, donc le premier indicateur, le taux d'accès, donc la BCEAO a défini en fait 2 taux, un taux global général de pénétration démographique et le second, c'est la pénétration géographique. Donc, démographie et géographie, donc c'est des ratios. Hein. Pour la démographie, c'est le nombre de points par 10 000 habitants. Et pour la géographie, c'est le nombre de points par 1000 km². Et vous avez l'évolution sur 10 ans, donc de 2007 à 2017. Vous voyez que les évolutions sont saisissantes. On est passé de 1 à 38 pour le premier indicateur et 1 à 70. Point n'est besoin de calculer des pourcentages parce que les chiffres sont tellement saisissants. Bon, mais je dirais qu'on est parti de très bas. Quand on parle de très bas, effectivement, la progression relative peut sembler exponentielle, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, le taux d'utilisation, le deuxième des services financiers, donc toujours dans le mouvement, 3 indicateurs de mesure. Donc, le premier, c'est le taux de bancarisation strict, qui mesure donc le pourcentage de la population adulte détenant un compte bancaire en gros. Donc, bancaire ou assimilé, compte postal, trésor, caisse d'épargne. Le taux de bancarisation élargi, intégrant les éléments, ceux qui sont dans les microfinances, donc qui concernent la population qui nous intéresse en termes d'inclusion, et le taux global d'utilisation des services financiers. Vous avez là les chiffres de progression. Pour le premier, les 2 premiers quasiment ont doublé. Le troisième, qui est la synthèse des 2, a quasiment quadruplé. Donc les évolutions sont quand même saisissantes et remarquables, mais je dirais on est parti de très bas, donc on a besoin de pavoiser, il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de travail à abattre. Alors le troisième dernier critère, taux d'accessibilité, donc l'aspect coût, donc prix, donc efficience, donc c'est 2 indicateurs de mesure, le taux d'intérêt nominal sur les dépôts, l'autre c'est le taux d'intérêt nominal sur les crédits. Donc, évolution toujours sur 10 ans. 10 ans, c'est une période suffisamment significative pour mesurer des tendances. Donc, pour le taux d'intérêt nominal donc, sur les dépôts, il est passé de 4,75 à 5,28. Bon, certains pourraient être surpris parce qu'on constate qu'au plan international, les taux d'intérêt ont plutôt fortement baissé. Actuellement, on est même à une situation de taux d'intérêt négatif en Europe. Le taux de la BCE, notamment, est de moins 0,4% à la réunion de jeudi dernier. Et les taux immobiliers en France sur 20 ans, pour donner une idée, sont actuellement à 1,25%. Bon, le CFA, c'est quand même un peu de l'euro. Donc là, il y a une tendance quand même qui est à la hausse, qui est légère en valeur absolue, mais importante en valeur relative de 4,75 à 5,25 à peu près. Par contre, le taux sur les crédits a baissé. Ça, c'est peut-être, comme je disais, la traduction de la relation asymétrique que les banques ont avec
une population qui n'est peut-être pas suffisamment consciente et exigeante et consciente de ses droits. Donc globalement, on peut dire que l'évolution est favorable. On a connu des taux d'intérêt quand même à 2 chiffres, de 10, 11, 12%, il n'y a pas si longtemps. Mais Dieu merci, ces taux maintenant ont connu une décrue très très substantielle et sont durablement, vont rester dans cette tendance-là. Donc il faut également noter que la microfinance, malgré, a fortement contribué à ces chiffres, à ces améliorations, et notamment le mobile banking. Alors le cadre opérationnel, donc la cartographie, la structure actuellement lui et moi, vous voyez qu'il y a un peu moins de 150 établissements de crédit, donc dont 126 banques et 18 institutions financières, c'est à la fin de 2017. 600, il y a une inflation, système financier décentralisé et des services financiers basés sur la téléphonie mobile, je pense notamment Orange Money, dont je rappelle que la BCE a une observation très vigilante sur ce que font maintenant Orange Money, Tigo Cash et Expresso et d'autres qui veulent d'ailleurs créer une banque. Orange Money veut créer une banque en France, donc c'est un concurrent redoutable potentiel des banques qui doivent garder un œil sur ça. Donc les services financiers postent. Alors, il n'y a malheureusement dans cette richesse, cette diversité, ces nombres élevés d'institutions financières que 4, à ma connaissance, à moins qu'il y en ait d'autres 4 banques islamiques dans l'UEMOA. Je crois qu'il y en a au Sénégal, c'est clair, qui est ancienne d'ailleurs, comme Madame l'a dit, qui est pionnière, donc la BIS, qui hérite de Darmal. Il y en a, je crois, au Niger, en Guinée, en Mauritanie. Il y a peut-être des projets. Bon, ce n'est pas avec 4 banques islamiques qu'on va, à mon humble avis, faire jouer à cette finance islamique son rôle d'inclusion financière. Il faut absolument développer le réseau, il faut augmenter donc la voilure. Alors, les modes d'organisation des institutions de finance islamique, comme ça a été dit dans les TDR, bon, ces institutions sont encore jeunes, entre guillemets, je mets en guillemets parce qu'il y a une, il y a une vétérane, c'est la BIS, bon, mais à part elles sont relativement jeunes, qui dit jeunesse, dit fragilité, dit expérience à acquérir, peut-être encore, les choses sont encore perfectibles. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que leur organisation est quasi similaire à celle des banques classiques. Quand on regarde leurs organigrammes, leurs fonctions, les principes, les départements, bon, à part les spécificités bien sûr, c'est quand même une espèce de mimique de ce qui se fait dans les banques classiques. Alors, les points qu'il me semble important de garder à l'esprit, c'est qu'il faut quand même renforcer le département contrôle et risque de ces entités, parce que les banques islamiques ont les mêmes risques que les banques conventionnelles, plus des risques spécifiques inhérents à la finance islamique, notamment le risque d'obligation de propriété, donc de détention de ce qu'on vend. Il y a aussi les comités de conformité charia qui peut-être sont à créer ou à renforcer ou à professionnaliser et renforcer les capacités personnelles. Bon, c'est ça qui contribue modestement, bien entendu, et puis également les aspects ISR et CSR. Donc, les produits qui sont offerts, bon, je passe vite, vous les connaissez, vous connaissez tous ces produits que vous avez vus. Donc, c'est les 3 principaux qui sont connus, c'est le Mouraba, le Moudaraba et l'Ijara dans une moindre mesure. À mon avis, les produits à développer, qui existent peut-être mais qui sont embryonnaires dans cette institution, c'est le Moucharaka, le partenariat, l'Istisna, qui s'apparente au projet de contrat d'entreprise, et les Soukouk, mais en direction d'autres entités que les États. Parce que ici, ce sont les États centraux qui émettent des Soukouk, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal. Soukouk, d'ailleurs, pour lesquels on aura peut-être des choses à redire. Alors, les enjeux et défis maintenant, pour aller vite et finir, les atouts de la finance islamique, tout le monde les connaît, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même les Occidentaux les reconnaissent, notamment Madame Christine Lagarde, quand elle était ministre de l'économie en France, qui était au FMI maintenant, qui sera la prochaine gouverneure de la Banque centrale européenne, a été l'une des avocates les plus adultes de la finance islamique quand elle était ministre des Finances. Et c'est sous son magistère notamment que l'avocat qui est un facteur bloquant à mon avis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je mimétise avec les banques classiques. Il faut également arriver à une taille critique à l'échelle, pas d'un seulement du pays, mais de l'UEMOA, et de toute façon avoir un réseau. Il faut également que ces banques promeuvent l'entrepreneuriat. Bon, là, c'est une véritable gageure, parce que tout le monde sait que nous, francophones, notre mentalité, ce ne sont pas des mentalités d'entrepreneurs, contrairement à nos amis anglophones.
Nous, on a plutôt une mentalité de fonctionnaires, de salariés. Bon, mais la finance, c'est l'occasion peut-être de promouvoir cette nouvelle approche. Également, dans des domaines spécifiques, notamment, la finance peut convaincre certaines grosses personnalités, notamment, je pense à certaines familles, certaines personnages ou personnalités religieuses qui sont très riches, des milliardaires, à jouer un rôle de business angel, à un peu couver les jeunes qui ont des idées, notamment les femmes également, dans les startups, à les financer, comme on le fait à la Silicon Valley. Je pense que la banque peut jouer ce rôle d'intermédiaire, d'avocat pour faciliter ça, parce qu'il y a des ressources qui peuvent être dirigées vers ça. Également, il y a les aspects venture capital et private equity qu'il faut acclimater également, bien entendu, pas dans les proportions telles qu'on les connaît. Et l'aspect crowdfunding. J'ai vu récemment, par exemple, à Touba, une boulangerie très moderne qui a été créée sur la base du crowdfunding. C'est une excellente initiative. Je pense qu'il faut dupliquer ces success stories. Et il faut également en parler. Il faut montrer que c'est possible. Et cette entité est très très bien faite. Et c'est à Touba en plus. Touba, c'est quand même le repère de beaucoup de ressources, je pense. Bon, le mobile banking, bon, j'insiste pas. Bon, mais il faut bien entendu, pour ne pas empiéter avec les Orange Money, il faut que les banques islamiques ou les institutions créent leurs propres applications gratuites pour la mise en œuvre du mobile banking. Ça, c'est un puissant levier de développement et d'inclusion parce que, comme je l'ai dit, les smartphones, tout le monde en a quasiment et c'est accessible, c'est abordable. À mon avis, on ne peut pas développer l'inclusion financière par la finance islamique sans passer par le digital. C'est critique. Donc les réseaux de correspondants aussi pour la diaspora, là je pense au transfert d'argent, parce que tout le monde sait que par exemple le Sénégal, il y a à peu près, dit-on, entre 900 milliards et 1 milliard, 1000 milliards par an qui rentrent dans ce pays, c'est beaucoup plus que l'aide publique au développement. Donc la finance islamique, les banques peuvent s'insérer dans ce réseau et peut-être on peut tailler des croupières à des entités comme Western Union ou MoneyGram, sans les citer. Alors là, un aspect également à développer, c'est les takaful. Il faudrait créer bien des compagnies d'assurance. Déjà, sur l'aspect vie, il y en a une qui vient d'être créée à Dakar, mais également des takaful, un petit peu, en direction de ces personnes vulnérables, et notamment, je pense à la couverture santé médicale. Ces personnes-là ne sont pas couvertes. Il y a l'aspect retraite aussi, leur permettre un peu de faire des systèmes de cotisation de retraite par capitalisation, en respectant bien sûr les préceptes de la finance islamique, pas d'intérêt, pas de placement donc de riba, mais il y a toute une réflexion, tout un travail de recherche à faire dans ce domaine-là. Je pense que tout est à faire et notamment les éminents étudiants ici présents pourront peut-être prendre en charge ce type d'activité. Bon, le système de contrôle, j'en ai parlé, les aspects risques également. Bon, il faut développer les financements structurés. Bon, j'en suis un des avocats parce que dans nos environnements, même les grandes entités n'ont pas toujours de garantie à offrir, a fortiori les PME, PMI, a fortiori les personnes vulnérables dont on cherche à obtenir l'inclusion. Elles n'ont quasiment pas de garantie parce qu'elles n'ont pas de propriété. Quand on prend dans nos environnements nos sœurs, les femmes, elles ne sont souvent même pas propriétaires des maisons dans lesquelles elles habitent parce que ça appartient un peu au mari. Donc il y a cet aspect structuré qu'on peut acclimater à des petites structures. Donc, développer la communication, donc également mettre l'accent sur les structures connexes, je pense au WACF, au pluriel, et la gestion de la zakat. La BIS pourrait par exemple se positionner sur ce marché de gestion de la zakat pour pouvoir organiser ça et faciliter la collecte. Voilà, bon, bien sûr les charrias scolaires. Bon, quelques indications pour finir, c'est pour montrer, comme on dit, que nul n'est prophète en son pays. Ça, j'ai des choses que j'aime bien dire. La finance islamique est plus connue, ou en tout cas plus appliquée à l'étranger que chez nous. C'est un peu malheureux. Et je veux simplement rappeler que Citibank, en fait, depuis 1981 à Londres, ce n'était pas hier. HSBC est le leader des banques occidentales dans la finance islamique. Harvard enseigne cela tous les 2 ans à Boston depuis 1995. La même université réputée avait commencé à former 100 cadres du ministère américain des Finances à la finance islamique. Comme les Américains s'intéressent à tous, ce qui bien entendu peut amputer leur puissance. Donc c'est dire que dans ce monde occidental, bon, Oxford, l'Angleterre a mis son premier sukuk en 2013, bien avant le Sénégal. C'était sous David Cameron. La Banque mondiale, je l'ai dit, a son centre. Bon, voilà une idée des banques qui ont une activité, un département en tout cas,
une filiale de finance islamique. Vous avez les plus grandes banques du monde sont là, JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America, Goldman, HSBC, Barclays, bon, BNP pour les Français, ICBC, donc il y a la première banque mondiale, la chinoise, BTMU, il y a la première banque de dépôt au Japon, etc. Même en Suisse, IBS. Donc, c'est dire que bon, les banques traditionnelles ont tendance à capter, phagocyter l'activité finance islamique. Si les banques islamiques ne se développent pas et ne s'imposent pas, ça va leur passer sous le nez. Bon, les universités qui font un cours ou un séminaire de finance islamique, vous les avez donc aux États-Unis, en Angleterre, c'est les plus réputés, Harvard, etc., Oxford. Je ne parle pas de Paris-Dauphine, bien entendu. Et les institutions financières, les organisations qui ont tous adoubé, en tout cas, acceptent la finance islamique. Il y a la Banque mondiale dont j'ai parlé de son centre, le FMI qui a considéré que la finance islamique augmente le taux de résilience des banques parce qu'elles ont été moins vulnérables lors de la crise financière de 2008. L'OCDE, l'ONU, le G20 et l'OIF. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que l'auditoire ici présent peut y contribuer. Je m'excuse. Allah, you are my Lord. All praises due to your beauty and compassion.